Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, en visite en Haïti, a salué la nomination et l'installation des 8 nouveaux juges à la Cour de cassation. Le diplomate croit qu'il revient aux Haïtiens de résoudre la crise politique que connaît actuellement le pays. Les forces armées de son pays, qui sont déjà épuisées par le soutien à l'Ukraine et à l'OTAN, n'ont pas la capacité de mener une éventuelle mission de sécurité en Haïti. C'est ce qu'a fait savoir le chef d'état-major de l'armée du Canada, Wayne Eyre, mercredi dans une interview accordée à l'agence Reuters. Un génocide du type de celui du Rwanda est en préparation en Haïti. C'est ce qu'a fait savoir le docteur William Pape, membre fondateur des centres Guesquio. Il invite la communauté internationale à agir vite. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Métro News. Le secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, a effectué une énième visite en début de semaine dans le pays pour s'enquérir de la crise haïtienne et voir comment son propre pays pourrait aider dans sa résolution. Lors de son passage, il dit avoir rencontré le Premier ministre, Ariel Henry, les membres du Haut Conseil de la Transition, HCT, des acteurs du secteur privé des affaires, des représentants de la société civile et des membres de l'Église catholique. Le diplomate rappelle avoir eu des pourparlers également avec le corps diplomatique accrédité en Haïti pour l'inviter à faire de l'accord du 21 décembre 2022 un succès. Lors d'une conférence de presse à l'ambassade américaine ce jeudi, le diplomate a dit saluer du même coup la nomination et l'installation de 8 nouveaux juges à la Cour de cassation. I am glad to speak. Je suis content de parler avec nous d'engagement pendant le voyage ici en Haïti et effort des États-Unis pour tracer un chemin pour restaurer l'ordre démocratique en fournissant des aides humanitaires et améliorer la situation sécuritaire du peuple haïtien. Pendant le voyage, j'ai rencontré avec le Premier ministre Henry et le Haut Conseil de transition. Les États-Unis d'Amérique, avec la communauté internationale, continuent à travailler avec le Premier ministre Henry pour améliorer la question sécuritaire et fournir aide humanitaire et faciliter le dialogue politique pendant que le reconnaît que le gouvernement en place là, pendant que le reconnaît représentation gouvernement en place là. M'encourager au conseil de transition et l'autre secteur à travers le pays, dans différents secteurs, pour tracer chemin qui mène vers une restauration de l'ordre démocratique et améliorer les conditions de sécurité au peuple haïtien. Flexibilité dans le secteur politique, société civile et secteur privé, la nécessaire pendant le processus. Nous avons rencontré aussi avec le corps diplomatique qui est accrédité en Haïti, et côté que le support qui est très important pour te rendre et accord politique 21 décembre 2002 pour te faire un succès. Et aussi, leader, police nationale d'Haïti et l'Église catholique. Nous sommes engagés pour renforcer la capacité de police nationale pour maintenir l'ordre et la loi et promouvoir une Haïti stable et plus sûre. Les États-Unis d'Amérique étaient profondément engagés pour adresser les besoins humanitaires en Haïti, y compris le choléra qui est en cours là, insécurité alimentaire et violence basée sur le genre. Solution à problème haïtien doit mener par haïtiens eux-mêmes. Et pour raison ça, moi, mettez d'accord à la création au Conseil de transition et nomination nouveau juge pour Cour suprême. Et nous continuons à encourager haïtiens pour aller non pas vers l'avant sur le plan politique et qu'à mener à l'élection qui va avoir un gouvernement démocratique. Aussi pour nous fournir des millions de dollars de support pour recruter, pour l'équiper, pour faire vetting à la police nationale d'Haïti, nous, pour former autour. Plus largement, nous travaillons avec les institutions internationales comme les Nations Unies et Organisation des États américains, institutions financières internationales, pour jouer et supporter des solutions à problèmes qu'Haïti a fait face.
Le chef d'état-major de l'armée du Canada, Wayne Eyre, a déclaré mercredi à un journaliste de l'agence Reuters qu'il était préoccupé par le fait que les forces armées de son pays, qui sont déjà épuisées par le soutien à l'Ukraine et à l'OTAN, n'ont pas la capacité de mener une éventuelle mission de sécurité en Haïti. Le gouvernement haïtien et les hauts responsables des Nations Unies ont appelé à une force internationale pour soutenir la police haïtienne dans sa lutte contre les gangs qui contrôlent certains territoires d'Haïti. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a déclaré en janvier qu'il était essentiel d'identifier un pays pour prendre la tête de cette force et a déclaré que le Canada avait manifesté son intérêt pour ce rôle, mais que le Premier ministre Justin Trudeau ne s'y était pas engagé. 14 avis de recherche ont été lancés par la direction centrale de la police judiciaire à l'encontre de plusieurs individus, dont le pasteur Gérald Bataille, le caïd du gang Crasé et Barrier Vitellum Innocent, ainsi que 8 policiers selon le porte-parole de la PNH. Ces personnes sont recherchées pour leur implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Gary Desrosiers, le porte-parole, souligne également des avancées enregistrées dans le dossier de l'Église épiscopale d'Haïti relatif au trafic d'armes et de munitions. Par ailleurs, il appelle la population à se ranger aux côtés des forces de l'ordre de façon à combattre le grand banditisme qui s'installe un peu partout dans le pays. Dossier qui est pour voir avec Église épiscopale, DCPJ via BAF, il y a 2 personnes qui ont transféré, disons que le déféré, le 7 mars 2023, dans 4 dossiers que nous connaissons. Et nous avons déféré au niveau cabinet de discussion. Il y a Denica Jules, Cléberson Jules. Et nous avons dit tout, dans 4 dossiers, assassinat président Jovenel Moïse. DCPJ déjà été fini à rapport qu'il a élaboré qui au niveau cabinet d'instruction et toujours dans le cadre de ça et qui gagne pratiquement 2 volets, qui ont un volet économique et un volet qui est pour avec crime. Gagne 14 avis de recherche pour le moment qui est lancé, parmi eux 8 policiers, Paulas Eugène, avis de recherche. Jean-Baptiste Altès, policier. Encore, on a noté que Paulas Eugène sont policiers. Jean-Baptiste Altès, policier. Lundi Jameson, policier. Sylvain Hervé, policier. Pierre Leslie, policier. Milford Roosevelt, policier. Rodriguez Evaldo, policier. Et Silla Esther, qui est une policière. Et parmi 14 ça, il y a tout Prévost Mozart, avis de recherche. Un nom que nous connaissons bien. Badio Joseph Félix, pasteur Gérald Bataille, également Innocent Vitellum. Alors, c'est 14 listes pour le moment qui, côté que des CDJ, lancé un avis de recherche. Et très prochainement, et sur le site PNH, la population a pour visage Mounsayo que des CPJ a recherché dans le cadre dossier qui est pour à assassinat président Jovenel Moïse. Le docteur William Pape, Bill Pape, membre fondateur des centres Guesquio, tire la sonnette d'alarme et juge qu'un génocide du type de celui du Rwanda est en préparation en Haïti. Intervenant mercredi sur les ondes de RFI, il a lancé un appel à la communauté internationale, estimant la réponse du Canada trop timide.
L'économiste Patrick Alexis appelle les bandits et leurs commanditaires à prendre conscience de l'état du pays et de contribuer à un déblocage de la situation. Invité à la rubrique Le Point ce jeudi, il a estimé que cette fois-ci, les Haïtiens ne pourront pas s'en sortir individuellement et que le dialogue est indispensable. Je voulais inviter monsieur Bandi, monsieur qui a des âmes dans main, monsieur qui dit que c'est pour tes âmes dans main, monsieur ça, qui ça nous voulait, monsieur? Le pays n'est pas capable encore. Débloquer le pays. Dis ça nous voulait. L'important pour nous parler. Ouais, je dis à la monde dit, yo pas négocier à bandi. Moun qui financer bandi nous responsables. Mais monsieur, nous pas de fait bandi. Je pas demander chance. Je demande monsieur prends conscience. Prends conscience. Pays à bloquer, pays à camper. Et là, je ne vais pas adresser seulement à bandi, je vais adresser à tout le monde qui est dans l'organisation. Il est clair qu'autant de monsieur qui a parlé, monsieur dame bandi qui a parlé, qui dit côté au chita là, il y a des âmes dans main qui vaut $4,000 américains côté au joindre. Moun qui ba yo là prend conscience. Pays a pas capable encore. Nord bloqué, sud bloqué, centre bloqué, tout côté bloqué, pas rien qui a fait, pas rien monde qui a fonctionné. Et dans mise en contexte où tu as fait là, tout le monde joint. Toute entité, toute catégorie de monde joint dans bagay ça. Et c'est un bagay qui fait un pile on après humiliation kay moun, que ici que dehors. C'est un bagay qui fait mon ap koural faire passeport. Gap pile moun k'ap fait passeport là, par contre côté ou pral, qui par contre qui ça ou pral joindre. Et pour venir trouver l'état qui ouvre bureau pour moun koural faire passeport. L'état voit un message qui doit aller. Bureau pas qu'on l'ouvrir le samedi ouvrir. M'pas dit moun pas aller. C'est pas parce que m'ka aller, m'gè moyen pour m'aller. C'est pas ça. Mais pays fait ak moun. Pays fait ak moun. Nous ka fait pays ya. Yon nan pi gros problème nous pral gagner, c'est les élections. Bon élections bien entendu pral fait. Les bonnes élections ta va décider fait et pour pral garder population en âge de voter à pas dans pays. Yo déplacé. Et nous ta 7 500 000 moun en âge de voter dans la dernière élection Jovenel Moïse. Jodi a là tellement gen moun qui fait, tellement gen moun qui traversé, tellement gen moun qui traversé 18 ans. En pile dans yo déplacé. Comment taux de participation élection ça va aller? Comment légitimité élection, bon élection ou qu'arriver gain légitimité yon élection avec moun qui parle là ou soit moun qui participer tellement gain désespoir. Et je dis à là, garder question impunité que en dedans, que dehors. En pile moun fait ça pas ça et puis y a garder moun danger et puis c'est ça crée toute inégalité, c'est ça crée toute exclusion, c'est ça crée tout problème qui fait que je dis à moi-même avant c'est nous qui exposés parce que c'est nous plus facile pour eux. Parce que c'est nous-mêmes qui avons apparence que nous vivons. Mais c'est nous plus facile tout pour victime. L'ancien sénateur Yuri Latortue rejette d'un revers de main les accusations de corruption portées contre lui dans le dernier rapport publié par l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. Yuri Latortue affirme que sa mère, Carmen Cantave, était responsable de son bureau en tant qu'élu de l'Artibonite, d'où l'échec émis au nom de cette dernière. L'ULCC a été instrumentalisé pour le persécuter, a insisté le coordonnateur national du parti Haïti en Action, AAA. Gon bagay, moi pas comprendre son bagay très simple. Coordonnateur bureau, c'est pas parce que je suis président que je désigné un monde pour responsable bureau, non? C'est chaque sénateur qui a droit à un coordonnateur. L'homme président, moi validé contrat avec Kessia, mais laissez Lambert qui est président. Il valide avec Kessia sur même monde là. Après Lambert, Gessildo, l'Isienne. Parce que son droit que chaque sénateur qui gagne,
Si c'est 30 sénateurs qui gagnent, et chaque coordonnateur bureau sénateur recevoir 350 000 gouttes brutes et 244 000 gouttes nettes, pour qui ça? Je dis, ces sénateurs la tortue, ils ont choisi pour dire que l'idée détourne des fonds parce que il y a un conflit d'intérêts. Non. Moi, j'ai fait 4 ans sous 6 ans, madame, là, et pendant 4 ans, j'ai droit à coordonnateur. Et coordonnateur a une ligne budgétaire qui est établie dans la finance publique pour payer. Et chaque mois, il faut un rapport payroll là. Monsieur, permettez que je vous dise que des allocations régulières qui émanent du fait de ma fonction comme sénateur, prévues par les règlements du Sénat, votées en Assemblée par la conférence des présidents, approuvées par le bureau, depuis des années, au bénéfice de tous les sénateurs, indistinctement, que ce soit dans le bureau de Port-au-Prince ou dans le bureau dans le Sénat, il n'y a pas qu'à détournement de fonds. Nul ne peut détourner les redevances qui lui sont acquises. Nul ne peut détourner des redevances qui lui sont acquises. Des médecins résidents de l'hôpital général observent un mouvement de grève en vue de faire passer leurs revendications. De meilleures conditions de travail, notamment des matériels médicaux, l'ajustement de salaire, entre autres, constitue leur principale revendication. Ce sont des médecins qui achètent des seringues pour soigner les patients avec un salaire qui ne dépasse pas 406 gourdes par jour, déplorent les interrogés. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Depuis le 22 décembre 2022, les résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti tentent de faire respecter leurs droits. 22 décembre à 22 janvier, 22 février, plus de 2 mois que ce centre hospitalier n'est plus en mesure de donner des soins. Revendication résidents yo juste yo légitime. D'ailleurs pas aucun monde nous réunit avec eux qui pas dit que oui, nous avons raison, oui ça doit fait comme ça, oui ça pas doit rester pendant 7 ans que yo pas jamais révision frais. Entre l'insalubrité et l'inconfort selon des médecins résidents, l'hôpital général n'est guère qu'une coque vide. Oui, il faut que l'hôpital la gagne courant, nous pas qu'à faire 4 temps courant, pas qu'à opérer à flash, nous pas qu'à nous-mêmes n'a prédit dans 406 gouttes yo ban nous pour que nous-mêmes n'a pas acheté matériel pour malade parce que pas de matériel disponible dans l'hôpital yo, etc. Nous t'ai qu'à aller sur long clé de bagages que nous t'ai qu'à expliquer. Comment donner des soins dans de telles conditions? Des patients qui n'ont guère le choix sont remarqués dans la cour en quête de soins, mais selon les résidents, la liste des difficultés est longue. Mais si tout le monde est d'accord son bagage qui doit être fait, si tout le monde a pouvoir dans main pour prendre décision qui est normale là, pour qui ça va prendre? Ça c'est une bonne question pour nous poser. Je dis à nous-mêmes nous demander pour tout le monde qui a responsabilité, pour tout le monde qui a pouvoir dans la question domaine santé ou bien dans un domaine qui a une relation avec la crise qui a traversé le système santé. Pour que vous preniez responsabilité ça, parce que responsabilité ça, son responsabilité l'État bail, son confiance que la population fait, pour que vous-même vous preniez décision dans non. Des rencontres ont eu lieu à ce propos entre les grévistes et des responsables de l'hôpital, y compris des hauts cadres du ministère de la Santé publique. Dans les faits, rien n'a changé. Je dis à nous-mêmes, nous ne pas prendre une promesse encore. Nous ne pas attendre pour raconter nos histoires. Parce que moi, c'est en Haïti, nous aimons faire ça, raconter mon histoire toute la sainte journée. Histoire ça, nous-mêmes, nous avons une action. Nous avons une action qui est adéquate et qui même apporte solution de manière à ce que le problème ça même ne pas répéter toute la sainte journée encore. Il y a environ 1 mois de cela, des résidents ont organisé une marche pour réclamer de meilleures conditions de travail. Aujourd'hui encore, les revendications sont les mêmes, alors que de notre côté, ce sont les patients qui en paient le prix fort. Nous demandons pour prendre des décisions adéquates là. Et décisions adéquates là, ils connaissent déjà. Parce que eux-mêmes, ils connaissent qui ça juste, ils connaissent qui ça doit faire. Ce n'est pas nous-mêmes qui te mettons dans le poste là. Les gens qui prennent le poste là, ils connaissent qui ça que eux-mêmes ils ont pour faire. Donc, résidents au bas, petit message là qui permet que eux-mêmes ils connaissent plus bien qui ça a traversé l'hôpital public. Décision en main. Le passage à la rue Saint-Honoré est totalement bloqué.
3 véhicules, dont 2 de l'EEH, sont placés à travers de la route. Une façon pour les résidents de faire parvenir leurs cris aux autorités. Les résidents de l'hôpital général ne lésinent pas sur les moyens pour faire passer leurs revendications. Quel que soit le véhicule public ou privé, n'ont pas la possibilité de circuler devant l'entrée principale. La voie principale est complètement barricadée, le message est tel qu'il est et personne ne sait à quand la fin de ce mouvement de grève, selon les précisions des résidents. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Depuis quelque temps déjà, certains analystes, politologues et même économistes et financiers lorgnent du côté des États-Unis et cherchent tous les signes indicatifs que les États-Unis sont ou seraient en train de perdre de leur hégémonie. Nous allons aborder cette question épineuse, dangereuse aujourd'hui, avec notre ami William Savary, et nous allons poser la question: l'hégémonie du dollar américain est-elle véritablement menacée? Bonsoir William, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Bon, alors, il y a des gens qui prédisent la disparition du ou dollar qui américain. espèrent, l'un ou l'autre, la disparition du dollar et donc la fin de l'hégémonie américaine, l'hégémonie à peu près dans tous les domaines, pas seulement le domaine économique. Ouais, bon, il faut, au prime abord, disons que l'argumentaire standard qui se fait tous les jours, c'est qu'avec la montée de la résistance à l'hégémonie américaine, il y a plusieurs blocs commerciaux qui ont vu le jour, d'où, par exemple, à travers dans le pays d'Asie, il y a l'European Union, il y a également le bloc Afrique qui se constitue maintenant, il y a le bloc commercial NAFTA. Donc il y a des blocs commerciaux qui ont vu le jour, et tout ceci, les gens tendent à indiquer que l'amplitude, au fur et à mesure que ces forces prennent de momentum, donc ces forces représentent une menace à l'hégémonie américaine. Et particulièrement lorsqu'ils disent l'hégémonie américaine, ils parlent généralement du dollar américain et de point de vue militaire également de l'hégémonie militaro-économique des États-Unis. Généralement, c'est vraiment ça le discours. Et donc c'est un discours, de point de vue de l'américain, c'est un discours qui menace l'existence. C'est un discours, si tu veux, qui menace l'existence, qui questionne l'existence de l'Amérique, ou la continuité de l'existence de l'Amérique. Et ce discours invite à ce que les gens considèrent une nouvelle architecture des relations mondiales. Donc, relations commerciales, relations militaires, relations diplomatiques, tout ce que tu veux. Donc, c'est vraiment dans ce contexte que ce discours est généralement localisé. Okay? Maintenant, lorsqu'on parle maintenant de l'hégémonie américaine, qu'est-ce que, généralement, que veulent dire les gens? L'hégémonie américaine, c'est vraiment l'émergence des États-Unis qui, après la Première Guerre mondiale, s'est installée. C'est comme la puissance militaire qui a pu porter la paix et à garantir la conversion le maintien de l'ordre et du commerce sur le marché international. Et ceci est appuyé par les forces militaires américaines. Et les forces militaires américaines sont réparties à travers le monde. Il y a des bases militaires américaines partout dans le monde. Oui. Et donc, si vous voulez, les États-Unis repoussent les frontières de l'Amérique. Donc, ce sont des pouvoirs extraterritoriaux qui indiquent la présence des Américains ou la présence de l'Amérique dans certaines zones. Voilà, je vous présente ici la carte du monde. Tous les points rouges que vous voyez, ce sont des endroits où il y a des bases militaires américaines. D'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que vous dites, je lisais très récemment que la Chine avait sérieusement augmenté son budget militaire et qu'il était désormais pour l'année 2023 de 225 milliards de dollars et ça en faisait la
le deuxième budget militaire le plus important au monde, juste après celui des États-Unis. Et celui des États-Unis restait plus de 3 fois supérieur à celui de la Chine. Oui. Donc, entre le numéro 1 et le numéro 2, il y a un écart 3 gigantesque. fois Ouais. plus, déjà 225 milliards. C'est pas une petite somme. Ouais. Donc maintenant, ce que nous témoignons aujourd'hui, donc le fait qu'il y a ce mouvement international qui se met debout contre l'Amérique, parce que l'Amérique a bousculé ses frontières au-delà des autres continents, jusqu'aux autres continents, pour exprimer en fait sa puissance et sa force. Les mouvements contestataires se manifestent de diverses façons. Et le premier point, et les mouvements contestataires en général donnent lieu à des guerres. Et dans ce contexte, on peut même considérer la guerre de l'Ukraine comme un point pivot, si vous voulez. C'est un point où les choses se réorganisent, hein, reset the clock, où ça dégénère en quelque chose d'autre. Donc, nous souhaitons que ça ne dégénère pas, mais c'est un point pivot. Ouais. Pourquoi c'est un point pivot? Parce qu'il y a les pays qui se mettent en face des États-Unis et qui sont surtout contre l'hégémonie américaine. On les connaît, ils ont constitué ce qu'on appelle les BRICS, la Chine, la Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui se constituaient en un bloc commercial d'abord, et maintenant qui veut se constituer comme un bloc commercial et qui voudrait émettre également une monnaie qui pourrait concurrencer le dollar américain. Oui, mais ça date de plus de 30 ans, ça, déjà. Oui, mais except maintenant, c'est la mission commence à... Maintenant... la mission commence à s'amplifier. D'accord. Ouais, c'est vraiment la différence. Maintenant, vous venez de dire que l'idée, ce serait qu'il créerait monnaie, une monnaie qui serait là donc pour concurrencer en quelque sorte. C'est ce que disent les gens. D'accord. Okay? Ouais. Maintenant, il faut dire que concurrencer le dollar, ça veut dire quoi? Il faut se rendre compte que la majeure partie des transactions qui se font à travers le monde se règlent en dollars. Oui. Oui. Et non seulement ça, il y a aussi les instruments financiers à court terme, les bons du Trésor américain, qui ont une liquidité assez profonde, qui vous permettrait, par exemple, si vous voulez liquider 300 millions de dollars de dette en 5 minutes, ça peut se faire. C'est ça. Hein? Donc, c'est vraiment la profondeur du marché américain et permettre, en fait, c'est ce qui contribue vraiment à l'hégémonie du dollar américain. C'est ça. Et autre chose qui contribue, c'est que le fait que le pétrole soit libellé en dollars. Oui. Donc, tous les pays qui doivent consommer le pétrole doivent s'approprier, se procurer de dollars pour payer le pétrole. Donc, ce que la Russie est en train d'essayer de changer. Mais bon. Maintenant, et les pays et la Chine qui a conçu, si vous voulez, ce que nous appelons souvent la route de la soie, sans partir en guerre militaire, mais est en train de mener une guerre commerciale. Et la guerre commerciale, c'est en se répandant, en reprenant ses tentacules un petit peu partout à travers le monde et reconstruire la route de Marco Polo, de l'Iran jusqu'à la Chine, en traversant toute la zone Afghanistan, Iran, Irak, India, etc. Oui, et englober dans le commerce international près de au moins la moitié de la population du monde. Et ils s'en donnent les moyens, car autant que je me souvienne, ils ont déjà fait l'acquisition d'un certain nombre de ports. Absolument. Donc, c'est d'un point de vue stratégique. Grosse importance. Donc, ils sont en train de placer leurs pions. D'un point de vue stratégique, il y a les routes, il y a les ports, il y a les trains, les chemins de fer. Il y a tout le bagage. Donc, ils arrivent. Hein? Ouais. Maintenant, tout ceci, c'est vraiment... les gens disent que c'est pour concurrencer l'Amérique. Mais je doute fort. Je pense plutôt que la route de la soie sera un outil qui permettrait l'intégration davantage de gens dans le marché mondial et permettre à ce que davantage de commerce soit fait et davantage de transactions puissent être effectuées. Et maintenant, pour que tout ça puisse être fait, le dollar peut ne pas suffire, ne peut pas être la seule monnaie qui pourrait satisfaire l'exigence de ce marché. D'où la nécessité. Si je vous suis bien, William Savary, vous pensez que cette émergence de
la Chine, dont certains disent même qu'elle est déjà devenue la première puissance économique du monde, qu'elle n'est pas la deuxième, mais qu'elle a déjà pris la première place. Donc, d'après vous, cette émergence de la Chine ne représenterait pas une menace pour le dollar américain, mais au contraire, un renforcement. Ce serait un renforcement du commerce mondial. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de commerce. Et au profit de tout le monde. Oui, au profit de tout le monde, absolument. Donc, donc je doute fort que les gens qui disent que la montée de la Chine, la montée du BRIC représente une menace pour le dollar américain ou l'hégémonie américaine. Je le doute fort. Mais je dirais plutôt que ça va permettre la coexistence de deux grandes puissances. Hein? Maintenant, si ces deux grandes puissances peuvent coexister et avoir ce qu'on appelle MAD, Mutually Assured Destruction. Et lorsqu'ils vont arriver là, donc, on va pouvoir avoir la paix pour au moins 50 ans et permettre à ce que le monde évolue et que beaucoup plus de monde soit intégré dans le commerce international, beaucoup plus de monde, que la classe moyenne soit étendue de façon beaucoup plus large, plus considérable, et vraiment créer la prospérité pour beaucoup plus de monde, parce que beaucoup plus de monde auront besoin de régler des transactions et to settle trades. Oui, d'autant plus que la démographie mondiale est en augmentation. Oui. Maintenant, une chose vraiment fondamentale qu'il faut souligner, qu'il y a une différence fondamentale entre les Asiatiques, qui sont de la tradition Confucius, et les Européens, la tradition américaine, qui est plutôt judéo-chrétienne. D'un côté, vous avez de la tradition américaine, ce sont les droits qui prime, alors que dans la tradition asiatique, Confucius, c'est vraiment c'est le devoir qui prime. Donc, le conflit entre ces deux, entre le devoir et le droit, c'est plutôt cornélien. Oui, c'est même parfaitement cornélien, oui. C'est plutôt cornélien. Donc, mais de toute façon, c'est ce que nous allons assister à une coexistence plutôt que de confrontation. Maintenant, et les gens qui vous disent qu'il y a confrontation, en général, ils pointent du doigt le fait que la guerre de l'Ukraine permet à ce que plusieurs nations qui détiennent leur avoir en dollars doutent de la sincérité des États-Unis. Doute de la sincérité des États-Unis parce qu'il y a eu ce gel des avoirs des Russes dans les institutions financières américaines. Les sanctions russes qui commencent par l'élimination du système SWIFT. Oui, donc c'est ce que disent plusieurs personnes. Moi, je le vois différemment. Je vois que la guerre en Ukraine renforce les BRICS, mais de façon différente. Et je m'explique. La Russie, aujourd'hui, le Brent crude, le crude oil de la Russie n'est plus vendu aux États-Unis et sur le marché européen. Non. Mais par contre, le crude est vendu aux Chinois et aux Indiens qui raffinent, qui vendent le produit fini au marché américain et au marché européen. Mais lorsque les Chinois et les Indiens vendent leurs produits finis, ils sont payés en croix, ou en dollars ou en euros. Ils font quoi avec? Ils peuvent faire deux choses. Ils ne peuvent pas consommer, ça. Nous le savons. Ou ils achètent les bons du Trésor américain à court terme, ou ils achètent l'or. Et ce qui... Donc, bons du Trésor ou l'or. Ou l'or. Et au lieu d'affaiblir les BRICS, les sanctions renforcent les BRICS, non pas parce que les gens n'ont plus confiance dans le dollar. Hein? C'est une finesse caviar. Hein? Mais c'est plutôt parce que les revenus qui sont gagnés par l'économie russe, l'économie chinoise, l'économie indienne, sont utilisés pour accumuler de l'or. Et si vous constatez, par exemple, l'évolution de l'accumulation de l'or sur le marché international, pour l'année 2021-22, les banques centrales du monde ont acheté 450 tonnes d'or de plus que jamais.
Les réserves d'or, selon les études macroeconomics et le Data Economic Center Studies, sont passées en Brésil de 60 tonnes à 120 tonnes. Wow, Il y a une augmentation de à peu près en dessous de 15% d'augmentation pour les réserves d'or en Chine, en Russie et en Inde. Donc, c'est-à-dire, avec une nouvelle ruée vers l'or. Une nouvelle ruée vers l'or, mais au niveau étatique. Au niveau des États. Au niveau des États. Donc, si vous voulez, c'est pas que les sanctions affaiblissent les BRICS, mais plutôt fait qu'il y a une transition de la monnaie vers les métaux précieux. Et lorsqu'il s'agit d'accumulation de métaux précieux, un territoire, une nation se renforce, ne s'affaiblisse pas. Oui. Non, alors, par contre, je dois vous dire que pour les États-Unis, leur réserve d'or, c'est entre 8 000, en dessous de 9 000 tonnes d'or. Donc, collectivement, si vous prenez les Indiens, les Chinois, les Russes, ils s'approchent de 8 000 tonnes d'or. Donc, peut-être un petit peu plus, si je m'en souviens bien. Okay. Donc, ça veut dire que nous allons sans doute atteindre le seuil où les réserves d'or de l'Amérique et les réserves d'or des pays du BRIC seront à parité. D'autant plus que vous me disiez que les BRICS risquent de s'étendre. Il y a d'autres pays qui ont posé leur candidature. Oui, actuellement, pour il y a rejoindre l'Arabie Saoudite, le Sénégal, le Kazakhstan, l'Iran, l'Irak, l'Égypte. Ce sont des pays, il y a même des pays de l'Amérique latine qui sont candidats. Alors, ce sont des candidats pour être admis au BRIC. C'est ça. Donc, il y aura bientôt, je crois, la réunion se tiendra bientôt. Et à cette réunion, il sera voté oui ou non que ces pays sont acceptés. D'accord. Donc, une fois que c'est accepté, les cartes sont rebattues. Mais ce n'est pas rebattu pour affaiblir le dollar, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est rebattu pour élargir le gâteau. C'est ça. Ouais. Bon, oui, c'est une approche tout à fait intéressante et en quelque sorte rassurante. Parce que sinon, on voit ça déjà avec la guerre en Ukraine. La crainte d'une catastrophe nucléaire est quand même présente, même si beaucoup de gens n'y croient pas trop, parce que c'est le mutually assured destruction, c'est-à-dire destruction mutuelle garantie. Fin du monde. Il y a une chose aussi, je pourrais additionner en conclusion, c'est que il faut voir que la guerre, les gars qui parlent de la guerre de l'Ukraine, c'est vraiment un point d'ombre. C'est de l'ombre pour cacher plutôt ce qui se passe derrière, qu'il y a vraiment une lutte parmi les nations pour la position hégémonique. Toutes les nations ne peuvent pas être également puissantes. Il y aura un point où les têtes pensantes vont parvenir à trouver l'équilibre qu'il faut pour maintenir la paix dans le monde. Eh bien, souhaitons que nos responsables vous entendent, William, et qu'un peu de sagesse vienne à ce moment-là, comment dirais-je, huiler la cervelle de nos dirigeants. Mais écoutez, merci William Savary, merci pour cette approche, toujours très intéressante. Donc, l'hégémonie du dollar américain est-elle menacée? À l'évidence, non. Elle est au contraire, je ne dis pas augmentée, mais l'idée c'est que l'augmentation de toutes ces forces qui entourent, c'est non pas dans le but de détruire ou d'éliminer l'hégémonie américaine, mais au contraire d'élargir l'espace et donc d'élargir la concurrence et donc d'élargir l'ensemble de l'assiette commerciale du monde. Merci William, merci d'être venu et à bientôt. À bientôt, Serge. On fera d'autres rendez-vous comme ça. Voilà, c'était notre ami William Savary qui répondait à la question: l'hégémonie du dollar américain est-elle menacée? Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et
À la prochaine, même heure, même chaîne.